Ma chère Justine Bénin, députée, mon très cher Dominique Théophile, sénateur de la Guadeloupe, Monsieur le conseiller départemental, cher Louis Loulou Galantine, tous mes amis du conseil régional, élus vice-président du conseil régional, je vous salue. Chers élus intercommunaux, chers élus communaux, Monsieur le recteur d'académie, Monsieur le directeur général du CHU, Mesdames, Messieurs, chers amis, une nouvelle année est souvent l'occasion de faire l'inventaire qui vient de s'écouler. De cet inventaire, je voudrais ne retenir qu'une seule chose aujourd'hui avec vous, le prix Nobel alternatif de Maryse Condé. C'est un honneur pour la France et je la recevrai le 23 mars à l'Assemblée nationale, dans la grande salle des cérémonies de l'Assemblée nationale, validée par le président de l'Assemblée nationale pour l'honorer dignement, pour honorer cette grande dame de la Guadeloupe, cette grande dame du monde. Oui, c'est un honneur pour la langue française, une véritable fête, une ressource inépuisable de fierté pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens. C'est donc naturellement que je veux placer l'année 2019 naissante sous les auspices de ce monument de la culture guadeloupéenne, africaine et mondiale. Je dois bien avouer que je ne connaissais pas bien l'auteur Maryse Condé. Depuis qu'elle est prix Nobel, je me suis plongé dans ses livres. J'ai lu notamment récemment La vie sans phare. Je vous invite à lire ce petit bouquet de 250 pages qui se lit d'une traite. Vous y découvrirez une femme qui se présente avec ses forces et ses faiblesses, qui a passé un long moment en Afrique, qui a connu des vicissitudes pour jusqu'à devenir aujourd'hui un exemple. Maryse Condé, cet auteur qui a écrit des rêves amers, que chaque ville se transforme avec la nuit et présente un visage inconnu. Cette formule m'a profondément marqué et très vite je me suis mis en quête de ce sens de la nuit. Je crains malheureusement que la France, la Guadeloupe et en elle la première circonscription soient en proie à la nuit. Une nuit au cours de laquelle la cité présente un visage inconnu. Un visage inattendu et tellement préoccupant, celui de la tentation de céder au populisme, Oui, ici, comme en France hexagonale, c'est le populisme qui guette. Il est là, en embuscade, espérant l'heure à laquelle la nuit sera la plus sombre pour opérer. Parfois, ce populisme est déjà au pouvoir sur notre territoire. Il veut confisquer le bien le plus précieux de la cité, la démocratie. Comme si, tapi dans l'ombre, il avait droit de succession. Il hérite de manière paternaliste du pouvoir et cherche, coûte que coûte, vaille que vaille, à le conserver sans égard pour la confiance du peuple. Face à ce péril grave, notre action doit être résolue. Conquérir la confiance du peuple, malmener jusqu'alors et faire vivre la démocratie. Telle sera notre ambition première pour cette année 2019. Faire se transformer la cité pour qu'elle sorte de la nuit qui frappe et redonner confiance à la population. La nuit marquée par deux phénomènes majeurs et graves pour la ville des Abîmes. D'une part, la pression fiscale locale qui dépasse la raison et qui ne se traduit pas par des investissements structurels et un développement concret aux Abîmes. Il n'y a qu'à voir les routes aux Abîmes. Pour venir ici, vous avez sûrement dû emprunter des chemins pour le moins chaotiques. D'autre part, une approche patrimoniale et paternaliste des deniers publics, utilisés tantôt pour dilapider le patrimoine foncier de la collectivité, tantôt avec un traitement social du chômage par l'emploi public
duquel il ressort tous les maux de dépendance. Des maux pour les fonctionnaires qui n'ont pas les moyens réels de travailler. Des maux pour les administrés qui n'ont pas accès à un service public efficace et de qualité. Des maux enfin pour la collectivité qui voit tous ses moyens partir dans le fonctionnement d'une commune qui devrait avoir plutôt vocation à investir. Je ne veux même pas évoquer la grave politisation de la vie associative de cette commune que vous savez chère à mon cœur, à notre cœur. Elle coûte encore trop aux belles initiatives bénévoles, et je vois des présidents d'associations dans la salle, qui sont membres actifs et qui aujourd'hui sont soumis au chantage. Je pense ici à nos présidents de clubs de football. Quel résultat, malheureusement. Au club de cyclisme, quel mauvais résultat, parce qu'il y a là une souffrance et un chantage. De même que sur ce sujet, je regrette la gestion à l'emporte-pièce d'une personne qui oublie d'adresser au ministère des Sports une demande de subvention pour un gymnase et qui me conduit à pouvoir, avec les sénateurs, notamment Théophile, rattraper les choses auprès de la ministre des Sports pour un financement du gymnase aux Abîmes. Pour sortir de cette nuit autocratique, nous aurons des propositions concrètes, tant pour la commune sur laquelle nous allons développer des procédés qui encouragent ce que j'appelle la démocratie concrète. La démocratie concrète, c'est aller au contact de ceux qui sont le plus éloignés de la vie publique. Les plus jeunes, qui ne croient plus, n'ont plus confiance en les hommes et femmes politiques. Utiliser les moyens modernes de communication. Solliciter leur avis sur des sujets intéressants. Et pour les autres, les plus âgés, aller au contact, porte à porte, pour pouvoir comprendre leur souffrance qui souvent est sourde et souvent est derrière leur maison délabrée. De même, nous devrons mener de réelles concertations qui devront porter leurs fruits dans la gouvernance de la ville. Cependant, je ne veux point trop dire pour l'heure. Nous en reparlerons dans quelques semaines. À l'échelle du territoire, d'autres sujets sont empêtrés depuis de trop longues années dans des tergiversations que je m'explique mal. Je veux parler de la problématique de l'eau en Guadeloupe. Je m'explique mal, je supporte mal, et vous avec moi, j'en suis sûr, que nous ayons autant de problèmes d'eau et d'assainissement en Guadeloupe. Pas dans un département français, pas au XXIe siècle. Pourtant, ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans en sont bien les responsables. Ce ne sont pas les élus qui sont responsables de l'eau. Le président Chalus l'a dit, ce sont les présidents de communautés d'agglomération. Et je n'accepte pas que notamment le président de Cap Excellence, que j'ai vu directement sur ce sujet, où je lui ai dit que l'eau n'est pas un sujet politique. Il faut que nous puissions avoir une structure unique de réparation des réseaux, une structure unique de production des réseaux, et pourquoi pas une structure unique de distribution de l'eau. C'est une volonté populaire signée par ces 10 élus en 2009, il y a 10 ans, avec un prix unique de l'eau. Et aujourd'hui, ils font semblant avec nous. Ils nous obligent, nous régions, à prendre les choses à bras-le-corps, à mettre de l'argent qu'ils n'ont plus. Et en même temps, ils font semblant de vouloir avoir une structure collective de gestion de l'eau, alors même qu'ils veulent garder leur petite manigance de marché public pour lancer des travaux d'eau, leur petite manigance pour pouvoir accorder des réductions à certaines personnes qui viendraient les voir pour une facture d'eau. Je dis non. Et tous ceux qui feront en sorte de ne pas défendre l'intérêt général de l'eau me trouveront face à eux. D'ailleurs, le préfet de Guadeloupe a une initiative que je soutiens pour pouvoir, à un moment donné, dire stop à toute cette gabegie pour que vous et nous ayons de l'eau dans nos robinets. Pour l'instant, le Simagri ou la Simagri qu'ils nous ont fait sur l'arrêt des tours d'eau dans 2 ans, 1, les travaux sont en retard, 2, ça ne pourra pas suffire pour arrêter les tours d'eau. Donc aujourd'hui, je demande, à l'instar des Gilets jaunes, je n'en mettrai pas,
ne mettrai pas de gilet jaune, mais je partage cette demande de référendum d'initiative citoyenne sur la problématique de l'eau. Qu'on nous donne, à vous, à nous, la parole pour dire ce que nous voulons. Et nous l'avons dit en 2009, c'est marqué noir sur blanc. Prix unique de l'eau, structure unique de l'eau, parole aux consommateurs et assainissement de l'eau. Alors, on ne peut pas attendre plus longtemps que les communautés d'agglomération tergiversent, que ce soit Cap-Excellence, que ce soit le Sud Basse-Terre. Non! On ne laissera pas faire cela. Et je suis content que le président Chalus est à la tâche sur cela. Et nous sommes avec lui sur cela. Je suis avec lui, avec le sénateur Théophile, au plus niveau préfectoral, mais au plus haut niveau aussi étatique, pour arrêter ces simagrées. Alors, il y a une autre difficulté qui frappe nos populations. Le recteur l'a très bien dit. Vous avez dit, monsieur le recteur, je crois 14 000 enfants en 10 ans qui ne sont plus dans nos classes. 14 000 enfants en 10 ans qui ne sont plus dans nos classes. C'est une hémorragie, c'est ce que Aimé Césaire appelait un génocide par substitution. Si on ne fait rien, eh bien ça ne pourra pas fonctionner. Là aussi, je suis avec d'autres à la tâche. J'accompagnais le président de la République au lancement des assises en Guyane en 2017. Et dans son avion, à sa table, je l'ai déjà dit, je le redis, vous le savez, j'ai vu à sa table une population non diversifiée. Je le lui ai dit. Je lui ai dit, président, tu vois ça? Ça correspond à la top administration dans les Antilles et nous n'en voulons plus. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. Il tournait à droite, il tournait à gauche, il dit, moi Olivier, tu as raison. J'ai remis un rapport sur le retour des forces vives sur le territoire ultramarin, partout. 20 propositions en septembre. Et je vous le dis, je vous l'annonce, il y aura une réforme de la fonction publique dans le premier trimestre, au premier trimestre 2019. La partie Outre-mer, je serai à la tâche avec d'autres pour pouvoir dire quoi? Pour pouvoir dire que, 1, nous voulons faire retourner nos forces vives sur nos territoires parce qu'ils ont besoin d'accompagner leurs parents vieillissants. Et surtout, je veux se battre à bec et ongle sur ça. Je veux que nous ayons une agence de retour des forces vives. Parce qu'il y a la DOM. La DOM, c'est l'ancêtre du Bibidom. Dans Bibidom, il y avait immigration, c'est-à-dire faire partir nos populations vers le territoire hexagonal. Ça a fonctionné un temps, c'était nécessaire un temps. Mais maintenant, lorsque nous perdons nos enfants, lorsque nous perdons de la population, lorsque nous avons soit que des jeunes mal formés, soit que des personnes vieillissantes, ça ne peut pas être l'avenir d'un pays. Alors, j'ai demandé, et je crois, on verra cela dans quelques semaines, avoir une oreille attentive au plus haut niveau gouvernemental pour que nous expérimentions une agence de retour des forces vives pour que nos enfants puissent rentrer ici chez eux sereinement et renforcer la croissance de notre pays. Le chlordécone. Alors, je dois vous dire que sur cet empoisonnement de nos populations qui date de 30 ans, nous avons eu dans l'ancienne mandature des gens au plus haut niveau ministériel, des députés des plus capés, qu'aillent fait. Ils ont fait semblant avec nous. Et je n'accepte pas qu'on fasse semblant avec ma population. Qu'a fait un député ministre alors même qu'il sait que sa mandature se terminait en juin 2017? Il fait semblant déposer en proposition de loi sur le chlordécone en courant début 2017 pour dire enfant bitin. Alors même qu'il était ministre, alors même qu'il avait l'oreille du gouvernement, alors même qu'il n'a rien fait pour la Guadeloupe, alors lui et ses copines, on leur demande de se taire. Ils ont eu à parler pendant 10 ans qu'ils se taisent. Maintenant, j'ai déjà eu à le lui dire qu'ils se taisent. Oui, parce qu'à un moment donné, le chlordécone, c'est un empoisonnement. Qu'avons-nous fait, nous, députés? Nous avons
déposer une proposition de loi. Et il ne faut pas se leurrer, camarades. Prenez un petit temps, juste pour vous parler de stratégie parlementaire. Juste un petit temps. Parce que je ne suis pas tellement dans le cinéma médiatique, moi. Je préfère dire ce qu'on fait concrètement et être efficace. Juste pour vous faire remarquer une chose. La population a voté pour les présidentielles et pour les législatives. Il y a une majorité qui s'appelle la majorité En Marche Modem. On est d'accord? Donc, a priori, un député de l'opposition qui a présenté une proposition de loi, il a dit non. Donc, mais si, tout en sachant que Yoka dit non, il a déposé une proposition de loi à grand fracas de communication, c'est pour faire du cinéma. Pour dire après, ah, mais finalement, je ne comprends pas pourquoi on m'a dit non, mais on t'a dit non parce que tu es de l'opposition. C'est le principe général. L'opposition, elle, on lui dit non parce que la population lui a déjà dit non. C'est ça le principe. Donc, là, il y a fait tout cinéma, c'est du cinéma. Ça ne grandit pas, les parlementaires. Eh bien, je vais vous dire ce que nous faisons sur le chlordécone. J'ai déposé une proposition de loi. Bien avant, en juin 2018, ça fait 7 mois. Que l'on veuille ou pas, et ça, tous ceux qui sont les chantres du populisme qui a dit « Ouais, mais ça évident, on est entre chlordécone et cancer. » Je vous prends l'exemple juste des essais nucléaires à Mururoa. Ils ont eu lieu il y a 40 ans. Savez-vous que les premières indemnisations, là, n'arrivent que depuis 2 ans? Ça a pris 38 ans. Aujourd'hui, nous attaquons vraiment le sujet avec un président de la République qui, au plus haut niveau de l'État, a dit en Martinique, après que j'ai, avec la délégation aux Outre-mer, auditionné l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, j'ai auditionné la ministre de la Santé sur la problématique du chlordécone, le président de la République, avec tous les efforts, et je ne suis pas seul. Harry Durimel a commencé, Evita Chevry a continué, les autres parlementaires aussi ont remué, ont secoué le cocotier en Martinique. Oui, je ne suis pas donc seul, mais en tout état de cause, premier président de la République qui dit qu'il y a une responsabilité de l'État sur le chlordécone, c'est le président Emmanuel Macron. Ouais, c'est lui qui l'a dit. N'en déplaise à tous ceux qui bavardent dans les médias, des médias parfois très. Eh bien, oui, c'est le président Macron qui a dit qu'il y a une responsabilité de l'État. Une fois que la plus haute parole présidentielle s'est exprimée, forcément, ça va se traduire dans une loi. Et dans quelle loi ça va se traduire? Pas dans la loi de la minorité, puisque il y a de la minorité. Ce sera donc dans la loi, il y a une loi qui est en train d'être préparée sur les phytosanitaires et sur l'empoisonnement phytosanitaire. Nous travaillons avec le sénateur Théophile, avec la députée Bénet, avec tous ceux qui sont vraiment dans la majorité, qui ne sont pas un coup dans la majorité en France et dans l'opposition en Guadeloupe. Ça, pareil, ça ne mérite pas tellement le respect. Et quand on est un politique, on garde ses positions, qu'on soit à Paris ou ici. Et donc, dans cette loi phytosanitaire, nous nous battons, je me bats tous les jours, même je là, avant de venir ici. On se bat parce que nous voulons introduire le chlordécone dans cette loi contre les produits phytosanitaires et j'ai bon espoir que nous arrivions. Voilà le vrai travail parlementaire, voilà l'avancée concrète des choses et ne laissez personne vous parasiter l'esprit dans des réseaux sociaux racontant pique et pendre sur des choses qu'ils n'ont pas fait quand eux, ils étaient en responsabilité. J'ai même obtenu dans Libération, le journal Libération, une tribune publiée pour exhorter le président de la République à prendre position sur cette affaire-là et il l'a fait, je vous le disais, en Martinique. Les sargasses. Les sargasses s'échouent en Guadeloupe depuis 2011.
Je vois Camille Pélage ici, de Marie-Galante. Qui, aujourd'hui, a dit, est venu ici, en Guadeloupe, dire que nous voulons que les sargasses soient ramassés dans les 48 heures? Qui a dit ça? Effectivement, indirectement, c'est Olivier Servat, avec Dominique Théophile, avec Bénin, avec les autres, par la bouche du ministre Hulot, qui est venu à Petit-Bourg dire que dorénavant, je veux que les sargasses soient ramassés dans les 48 heures. Pas monde pas dit ça avant. C'est bien donc notre majorité présidentielle et parlementaire qui l'a fait. Quand il a fait les autres depuis 2011, il était aux responsabilités, que diable. Et à présent, il y a parler plus fort qui pont moun, fait plus des autres qui pont moun dans les médias. Mais arrêtez, taisez-vous. Et donc, c'est nous, la majorité parlementaire, qui avons dit que les sargasses sont scandaleuses, qu'on doit les ramasser sous 48 heures. Et qui a mis l'argent? Le président Chalus, là, l'a dit, Sylvie Gustave Dufur le dit, Camille Pélage le dira, avec tous les autres. C'est la région Guadeloupe qui met l'argent pour pouvoir acheter des machines qui vont arriver. C'est vrai. On avait dit qu'elles arriveraient en mars, on a un retard, on doit l'avouer. Elles arriveront en novembre. Mais les machines sont commandées. J'aime pas le terme, enfin je dirais elles aspirent. Des aspirateurs. Que j'aurais arrivé ça? Des extracteurs de sargasses dans les 48 heures pour que les algues ne se décomposent pas. Eh bien les machines sont commandées, elles arrivent en novembre 2019 et que il y en aura 3 sur les différents bassins, y compris dans les îles du Sud, pour qu'on n'ait plus de problème de décomposition des algues sargasses. Mais qui l'a fait? Ben, c'est bien la majorité présidentielle Hulot, avec l'argent de l'État et de la région. Voilà, nous avançons sur les dossiers. Donc, s'il vous plaît, camarades, ne laissez personne vous embrouiller l'esprit sur ça. Et le président Chalus a pris le dossier à bras-le-corps. Et l'État aussi a pris le dossier à bras-le-corps, puisque j'avais appelé aussi l'État à prendre toutes ses responsabilités. Alors, en qu'attendent certains mouns aussi, qu'a dit, ah, mais les députés de la majorité, Servat, c'est un beignet, oui. Le travail parlementaire, où est-ce qu'il se joue? Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la loi sur la fonction publique. Je vous disais que la partie outre-mer, c'est moi qui vais la rédiger. Ça se joue au niveau des ministères. Parce qu'une fois la loi rédigée, le cadre est fixé, des amendements éventuellement, il y aura comme ça, il y aura la guénon comme ça, mais c'est déjà fait. Donc le travail parlementaire, en aucun cas, ça ne peut être tellement au niveau de l'hémicycle ou bien dans les médias. Le vrai travail, c'est celui que je fais actuellement sur le chlordécone ou sur la fonction publique, comme Dominique aussi le fait, c'est sur les sargasses. Je suis encore sur les sargasses, bien évidemment, parce qu'il faut que je parle du travail du sénateur. Je vous disais que le vrai travail, ça se fait dans les ministères, dans les cabinets, pour négocier pied à pied, et des autres là, il a fait dans la salle de réunion, entre 4 murs, parce qu'on ne peut pas à la fois être dans la majorité et faire des ordres de l'extérieur, ça n'a pas ni sens, sinon aller dans l'opposition. Oui, soit tu es dans la majorité, soit tu es dans l'opposition. Mais en aucun cas tu peux être dans la majorité, dans l'opposition. Sinon tu vas te faire mal. Donc, merci. Donc vous devez savoir ce qu'est le travail de parlementaire de la majorité. C'est un travail dur, sauf que la vraie opposition à l'Assemblée nationale, à part de l'opposition et de la majorité parlementaire, parce que l'opposition est déjà minoritaire, il peut jamais changer les choses. Hein. Sauf il y a 2 jobs de l'opposition. Je vous invite à observer ça. L'opposition parlementaire a 2 missions. 1, retarder l'avancée des adoptions des lois. Ces travailleurs, ils ont très bien réussi pendant l'été avec l'affaire Benalla. On devait entamer la réforme constitutionnelle, Benalla, patatras, réforme constitutionnelle, on a pris un an dans la vue. Ils ont réussi parce qu'ils ont pu retarder le travail parlementaire parce qu'il y a un choc médiatique et puis faire des autres sur les médias.
Ben oui, ah, mais puis Jean gouvernement n'a pas bon nous ça, nous pas d'accord si ça. Oui, mais ils sont dans la minorité, les frères. D'accord? Tu es dans la minorité. Donc, la vraie opposition, c'est de la majorité parlementaire avec le gouvernement. Et vous vous doutez bien que les combats durs se font dans les cabinets ministériels. Le combat dur s'est fait quand j'ai rencontré cette semaine le cabinet de la ministre Girardin de la fonction publique pour dire mais ça, enlever ça, ça, enlever ça, sur le chlordécone, on se bat dur parce que je veux des amendements, etc. C'est là où le combat se fait. Mais c'est un combat qui ne se voit pas dans les médias. Mais c'est le vrai travail parlementaire. Camarades, ne vous laissez jamais embourber ou tromper par ceux et celles qui font plus de bruit que de l'action. Et je compte beaucoup sur le travail du sénateur Théophile, qui est également à la barre sur le dossier des Sargasses, puisqu'il s'est vu confier une mission du Premier ministre et du ministre de la Transition écologique et solidaire. Je lui fais une confiance totale quant aux conclusions qu'il pourra nous livrer sur cette mission. Cher Dominique, nous serons tout vigilants à ce que tes préoccupations soient suivies des faits. Je l'ai évoqué lors des vœux de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale que j'ai l'honneur de présider. Vous l'aurez certainement ressenti à la tonalité de nos propos. Je n'oublie surtout pas l'épineux dossier du centre hospitalier universitaire. Nous demeurons vigilants avec mes collègues, tant sur le suivi des conséquences de l'incendie d'octobre 2017, mais aussi sur le suivi efficace de la construction du nouveau CHU de la Guadeloupe, qui représente un chantier sans précédent dans l'histoire des Outre-mer. Enfin, disons en vérité aussi sur ça, et c'est d'ailleurs le directeur général qui me l'a appris, parce que voilà la source de l'information. Lorsque l'État, en clair Macron, dit « Nous vous avons donné pour le CHU 580 millions d'euros » et que c'est exceptionnel, beaucoup ont dit « Mais quand le président l'a dit là, mais il y a aussi qu'à construire CHU tout partout, tout côté en France, et que c'est l'État qui a payé » Eh bien non. Et directeur, excusez-moi, peut-être qu'on va répéter mal, ça va expliquer moins, mais au final, en général, un CHU se construit lorsque le CHU a la capacité d'emprunter, faire un emprunt, ce qui n'est pas le cas pour le CHU des Abîmes. Les 580 millions d'euros, c'est 100% État. Il y a une partie aussi qui concerne l'assurance maladie, grosso modo, qui finance aussi. Ce n'est pas le cas, là c'est l'État 100%. Donc, c'est bien un effort extraordinaire sur un chantier le plus gros au niveau national que l'État français, présidé par Emmanuel Macron, fait et suivi par un retour de force vive grâce à sa volonté et grâce à tout le monde et surtout à lui, à M. Gérard Cotellon, que vous pouvez applaudir pour sa compétence. Cette année 2019 est celle aussi de la concrétisation des travaux que nous menons depuis 2 ans à l'Assemblée nationale et 3 ans à la région. Mon cher, comme mon pays dit ça, et comme parfois même les médias pas tellement pressés pour dire ça, il faut nous dire, depuis 2015, le chômage a baissé en 2016, le chômage a baissé en 2017, le chômage a baissé en 2018. Le chômage a baissé en 2018 de moins 2,7%, alors qu'en France, c'est moins 1,7%. La croissance en Guadeloupe en 2017 est de 3,4%. En France, il fait 1,7%. Il est content. On a une croissance 2 fois plus importante. Qui est chef de file du développement économique à la région Guadeloupe? C'est la région Guadeloupe. Qui est le président du développement économique? Eh bien, c'est l'équipe régionale et c'est aussi moi. Eh bien, voilà la fierté que nous avons. Nous avons des résultats. Et le président Charles tout à l'heure vous a expliqué tout ce que nous faisons et nous travaillons pour les Guadeloupéens et ça se sent. Ça se sent. Mais ça se voit, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez fort. On aimerait éradiquer le chômage d'un coup, mais nous sommes sur la bonne pente. Nous nous sommes fixés des objectifs communs à atteindre et nous y parviendrons. Cela doit se poursuivre à travers les différents chantiers que je viens d'évoquer devant vous et nous y parviendrons. Lycée Bainbridge, beaucoup de millions d'euros. La déviation de la Boucan, beaucoup de millions d'euros. Il y a le BTP aujourd'hui. J'ai rencontré les patrons du BTP, ils m'ont dit qu'ils sont confiants.
Ils savent que l'année 2019 sera une bonne année. Nous avons, le président Chalus l'a dit rapidement, réduit les délais de paiement des entreprises parce qu'à un moment donné, on travaille, il faut encaisser l'argent là. Eh bien, nous y travaillons. Alors, mes chers amis, je formule ici le vœu que 2019 soit l'année de la réalisation de nos plus belles promesses. Et pour conclure, je vous dirai, alors, chers amis, que vive la République, que vive la France, que vive la première circonscription et que vive les abîmes. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Amour et santé, je vous remercie.